in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Lamb out. Tie game with 5 seconds remaining. He shot. What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 133 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de la saison régulière 2018-2019. Avec moi cette semaine, Alan. Tout d'abord, ça va Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. On est dedans, on est dans le vrai. On a la tête dans le guidon. Et Tom, ça va Tom? Ouais, ça va et vous? Bien? Très bien. Ça va très bien, ça a repris beaucoup de choses à dire. Et comme chaque année, on va être honnête, c'est pour moi le pire épisode de l'année. Parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on doit se cadrer, mais on peut pas non plus tirer des conclusions. C'est un peu difficile à cadrer cet épisode-là. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que contrairement à d'habitude, où on a l'habitude de prendre un sujet, de le disséquer pendant, disons 40 à 50 minutes, et ensuite de laisser quelques dizaines de minutes pour l'overtime, on va cette semaine enchaîner les sujets, les Bucks, les Lakers, les 76ers. On va parler de pas mal de choses et dire ce qu'on a un peu vu dans ce début de saison. On vous rappelle de nous suivre du coup sur Facebook et Twitter, mais aussi sur les plateformes où vous nous écoutez comme SoundCloud, Spotify, Stitcher et iTunes. Petit point, on en est à 84. Les 100 sont possibles. Ça a avancé là. Ça a avancé, ouais. Il nous en manque 16. Donc on vous encourage, si vous nous écoutez sur iTunes, à laisser un petit vote pour le podcast. Ça nous aide beaucoup et je profite de cette introduction aussi pour vous remercier. On l'a dit sur Twitter, on a dépassé les 100 000 écoutes sur l'année civile, 100 000 depuis janvier. C'est dingue. C'est énorme. C'est incroyable. On va bientôt arriver aux 200 000 depuis la création du podcast. On risque de le dépasser cette semaine d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Je vais pas faire un long discours larmoyant, mais on vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Les nouveaux, les anciens, ceux qui nous écoutent occasionnellement. Merci. Enfin, vraiment, 100 000 sur, c'est même pas sur une année, parce qu'il nous reste 2 mois. Donc c'est vraiment dingue. Et je devrais peut-être m'arrêter de parler, parce que le programme, il est assez chargé, donc on se retrouve juste T'as vu ça? De tête. C'est mon côté freestyle. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour parler de ce début de saison. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Avant de commencer la discussion sur ce début de saison, et vu qu'on est en audio, on n'a pas l'occasion de le faire, je pense qu'il est important de mettre en avant un gigantesque message d'avertissement. On sait, il y a que 2 matchs. Pour certaines équipes, il y en a même 3. L'échantillon est très faible. Et je vais peut-être vous lancer sur ça avant de rentrer dans le cœur du sujet. C'est Nate Duncan qui l'a dit dans son podcast, le Duncan, qu'on vous recommande si vous êtes vraiment un aficionados. Il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut tirer des conclusions sitôt si, en fait, ce qu'on voit, ça tend à confirmer des craintes ou des espoirs qu'on avait déjà exprimés. Ce qui est le cas avec certaines équipes dont on va parler. Par exemple, les Lakers ou les Sixers, c'est pas nouveau. C'est pas des problèmes qui sont apparus sur leur premier match. C'est des choses sur lesquelles on se bute depuis des mois. Donc je pense que on est tous d'accord là-dessus. Quand ça confirme quelque chose qu'on craignait, on peut commencer déjà à tirer des premières conclusions. C'est clair. Ok. Parce que moi, je suis toujours traumatisé par. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une année, les Bulls avec Rondo et White, on les avait annoncés. Les mecs, Exactement. Ouais. On les avait annoncés catastrophiques. Les 3 premiers matchs, ils mettent des 3 points. Tout le monde est là en mode oh là là, et puis ça se casse la gueule en fait, sans surprise. Eh ben, je vous avais prévenu en intro, c'est une émission un peu plus fouillie que d'habitude, donc je vais vous laisser le choix, les mecs. Vous voulez parler de qui en premier? On a les Lakers, les Sixers et les Bucks sur la carte. On commence par qui? Allez, on commence par les Sixers. Ils ont ouvert la saison. On commence par les Sixers, ok. 2 victoires, 1 défaite. C'est pour ça que vous avez entendu ce petit bruit d'Alan content. Une défaite contre les Celtics en ouverture. Où ils se sont inclinés 87 à 105.
Puis ils ont battu les Bulls et le Magic 127-108, puis 116-115. Mais c'est pas vraiment les victoires ou les défaites. Ce qui est important avec ces Sixers pour l'instant, c'est un petit peu la manière. Des matchs compliqués, étriqués, le fait de voir Fultz dans le 5 de départ pour l'instant, c'est très peu concluant. Ils ont du mal à gagner malgré un début de saison assez incroyable de Joel Embiid. Et de Ben Simmons. Et de Ben Simmons qui a quitté le match contre Orlando d'ailleurs avec un petit problème au dos. Qu'est-ce qui se passe aux Sixers pour l'instant? En fait, on les voit pas surfer sur la vague de fin de saison dernière. Si j'exclus les playoffs, hein. Alan? On les voit plus surfer sur la vague de fin de playoff. C'est plutôt ça. Parce que on voit une équipe qui peut potentiellement avoir les deux meilleurs joueurs sur le terrain la plupart du temps, mais avec à côté des éléments qui s'entrechoquent pas de la meilleure des façons, et donc ça annule un petit peu la force que peuvent représenter Ben Simmons et Joel Embiid. Après, contre les Celtics, on sait que c'est un peu délicat pour Embiid, et que Simmons, malgré tout la force qu'il a, son impact, son influence est un petit peu gommé par les autres à côté qui sont bien bloqués par Brad Stevens quand les Celtics jouent les Sixers. Mais c'est vrai que, et tu le disais en off, l'effectif est pas hyper ronflant pour le moment aux côtés des Sixers, et c'est un petit peu ce qu'on pouvait espérer après la fin de saison dernière, essayer de trouver 2-3 pions qui pouvaient parfaitement se mettre dans le collectif aux côtés des deux grosses stars. Ça n'a pas été tellement le cas pour le moment. Tom, ton impression sur ce début de saison, encore une fois, on le répète une dernière fois, c'est que le début de saison, mais ça confirme quelques craintes qu'on avait. En fait, les Sixers, ils jouent totalement ils ont pris la stratégie du niveau plafond, c'est-à-dire que plutôt d'essayer de faire quelque chose qui marche, puisque on sait que le 5 avec Saric, Simmons, Embiid, Covington et Redick, on sait que ça marche et on sait que ça va fonctionner. Plutôt que de prendre ce pari-là et de rester sur des certitudes qui en play-off sont plus compliquées à tenir, on a vu ce qui s'est passé l'an dernier contre les Celtics. Brett Brown, lui, il a pris le pari de mettre du talent et d'injecter, entre guillemets, Markelle Fultz dans le 5 pour miser sur le talent, puisqu'il se dit que, en gros, il sait que l'autre 5, il fonctionne, et il veut essayer de voir combien de temps l'expérience pourra tenir et quel niveau ils peuvent atteindre avec Markelle Fultz dans le 5. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui, et c'est un peu ça en fait la grosse interrogation en fait sur le niveau des Sixers, c'est-à-dire que on les a vus contre une défense élite qui est celle de Boston, et après on les a vus contre une défense qui fait partie des pires défenses, qui fera partie pour moi des pires défenses de la ligue face à Chicago. Tu vois que c'est pas pareil, donc je trouve qu'il faut encore leur laisser le temps. On voit que, Markelle Fultz, il a énormément de problèmes de confiance pour l'instant dans son tir, mais faut voir après combien de temps ça va durer, l'expérience. Donc par rapport à cette expérience, vous êtes plutôt parmi ceux qui veulent la prolonger, parce que c'est plutôt une expérience qui se veut plutôt sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va pas en voir les fruits maintenant, ou peut-être réinjecter Redick, parce qu'à l'heure actuelle, alors les ratings, il faut vraiment s'en méfier parce qu'il y a très 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 peu de matchs. Mais si on prend les 79 minutes avec Fultz sur le terrain, on a un net rating à -10. Les 65 minutes avec Fultz en dehors du terrain, et souvent Redick sur le terrain, on est à +13. Passe de -10 à +13, c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, vu que c'est plutôt du long terme, Alan? C'est parce que Redick a pété un plan complet contre Orlando aussi, où il a fait un match énorme. Mais c'est Tim McMahon qui avait dit ça sur dans le podcast d'ESPN. C'est que c'est la première fois. Ouais, c'est que c'est la première fois en gros, et il avait parlé à Brett Brown dans l'avant-saison, où en fait, si on regarde, il y a 2-5 de départ en fait chez les Sixers. Celui qui commence le match et celui qui commence la deuxième mi-temps, et c'est pas le même. Et ce qui est très étrange. Bizarre, vous avez souvenir de voir ça quelque part? Non, j'ai pas eu souvenir de ça. C'est Fultz qui commence le match et c'est Redick qui commence la deuxième mi-temps. Donc si tu veux vraiment donner de la confiance à Fultz, tu le fais commencer les deux mi-temps, et au pire il finit pas le match. Mais je trouve ça un peu bizarre. Et en fait, malheureusement, même si Fultz est pas si mauvais que ça apparemment, il souffre de la concurrence, et on voit que quand Redick est là, malgré lui, en fait, il va être pointé du doigt. Parce que oui, en plus, il est pas en confiance. Il y avait
des moments au Garden contre Boston où ça hurlait dans les tribunes shoot quand il était tout seul pour un peu le déstabiliser, et il shootait pas en fait. Il est un peu, ça se voit qu'il est pas content, ça fait pas mal de peine, mais moi j'ai un peu les deux avis qui sont en tête pour répondre à ta question. Parce que sur le long terme, je pense qu'il faudrait laisser Fultz parce que c'est une pierre angulaire du projet. Ils ont tradé un gros pic pour aller le récupérer. Ça serait pas un peu agiter le drapeau blanc trop tôt de le sortir, je sais pas. Il y a de ça. Tom, ton avis là-dessus? Moi, j'avoue qu'à l'heure actuelle, tu peux pas arrêter ça au bout de 3 matchs, pardon. Ça serait vraiment un signe d'échec. Tu peux pas faire ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile pour l'instant, et la preuve en est, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont dû batailler pour battre le Magic. Ils ont dû avoir un match exceptionnel de Redick à 31 points en sortie de banc pour battre le Magic, qui est pas censé être une équipe, même s'ils ont fait un bon match, qui doit poser problème aux Sixers. Surtout qu'ils étaient un back-to-back et qu'ils s'étaient fait démonter par Charlotte le match d'avant. La veille, ouais. Ils s'étaient fait démonter par Charlotte la veille. Mais vraiment démonter. Ouais, c'est ça, hein. Après, moi je suis assez d'accord avec Alan, et un peu d'accord avec toi aussi, puisqu'en fait je pense que tu peux pas arrêter l'expérience aussitôt. Et puis je pense que même pour la confiance du joueur, en fait c'est ça le plus difficile. C'est pour Fultz, on voit que il y a eu il y a une vidéo qui est sortie sur son pull-up à 3 points contre Chicago. Mais Fultz, en fait, il commence à shooter quand le match est quasiment fini, en fait. Et c'est ça, je pense qu'il a une peur, entre guillemets, de rater, qui fait que quand il y a de la pression, pour l'instant, pour le shoot, genre quand ça joue sur demi-terrain, tout ça, il va pas forcément prendre le shoot. C'est quand il y a de l'écart, il y a moins d'enjeux, il va se sentir. Donc, faut voir, après, mentalement, est-ce que si par exemple il continue à prendre des shoots et que ça rentre pas, si par exemple il a une série sur 3 matchs de 15 échecs consécutifs, est-ce qu'il va continuer à prendre les shoots, ou est-ce qu'il va arrêter de shooter totalement, quoi? Et je pense que faut pas vraiment le mettre au placard pour ça. Après, malheureusement, je trouve que c'est pas non plus faire un cadeau on parle de Redick, mais aussi à TJ McConnell qui peut très bien jouer ce rôle-là, quoi. Après, par rapport à une idée plus large d'équipe, avant qu'on revienne quelques minutes sur ce match contre les Celtics, que pour moi c'est assez révélateur, par rapport à Fultz aussi, il y a pas mal d'observateurs qui le disent à juste titre, ça reste un joueur qui, quand il réussissait à la fac ce qu'il avait réussi, parce que faut pas non plus faire de l'histoire du révisionnisme, ça reste un joueur qui avait fait une saison exceptionnelle à la fac, et il était logiquement premier choix de la draft au vu de ce qu'il avait fait. C'était un joueur aussi qui avait énormément la balle dans les mains, et là, quand on le fait jouer avec les Sixers, on sait que c'est Ben Simmons le porteur de balle numéro 1, et qu'Embiid a aussi son lot de ballons. Est-ce que ça serait pas l'aider non plus de le mettre dans le second 5, et peut-être avec Embiid, mais surtout moins avec Simmons, et lui laisser la gonfle. Alors je sais que, vu ce qu'il montre à l'heure actuelle, il faut être honnête, à l'heure actuelle, Markelle Fultz, il est pas bon. Est-ce que ça serait pas l'aider non plus? Parce que là, on lui demande de retrouver la confiance dans un rôle qu'il a un peu jamais joué. C'est encore plus difficile pour lui. C'est clair, puis surtout le faire jouer dans un second 5 le ferait être en opposition contre des 5 moins forts, des 5 avec des joueurs de moins bonne qualité en face. Donc c'est comme ça que tu peux remettre en confiance un joueur aussi. Mais de toute façon, ce problème-là, on l'a pas, comme a dit Tom, ils jouent le plafond, mais ça fait 2 ans qu'ils jouent le plafond. Parce qu'en faisant ce trade, là, tout le monde a dit, c'est super, Fultz, c'est le meilleur joueur de la draft, et on le pensait tous, mais on s'est pas tellement posé les problèmes de fit il y a 2 ans. Il se pose aujourd'hui parce que Fultz c'est pas en très grande forme, et que c'est ça, ce qui ressort vraiment, c'est ça marche pas trop avec Simmons et Embiid, mais le problème de fit il existe, et il a toujours existé. C'est juste qu'ils ont joué le talent, comme a dit Tom, mais donc ça c'est un problème. Et après ça pose aussi un problème structurel avec Simmons et Embiid, puisque ça met en valeur ça met en lumière leur point faible, c'est-à-dire Ben Simmons par rapport à son shoot, puisque le fait d'avoir 40% de ton shoot, de ton 5 majeur qui ne shoot pas, ça devient compliqué. Et Joel Embiid, lui, en fait, Joel Embiid, c'est une grosse force quand il arrive à se placer, quand il arrive à récupérer des deep catch dans la raquette, quoi. Près de l'arc de cercle, puisqu'il est quasi inarrêtable. Mais le fait qu'il y ait 40% des joueurs qui composent le 5 majeur qui ne shoot pas, du coup c'est plus dur en fait de lui donner des ballons au poste pour qu'il puisse ensuite travailler son vis-à-vis, puisqu'il est très surveillé, et les joueurs les vis-à-vis de Simmons et de Markelle Fultz
recule littéralement. Alors pour Simmons, c'est différent puisque Simmons, c'est un joueur qui a des capacités physiques hors normes qui lui permettent de prendre de la vitesse et puis de gérer autrement et de finir, puisque Ben Simmons, c'est un truc qui me gêne un peu, c'est que on fait une fixette sur son shoot et on prend pour acquis tout ce qu'il fait déjà très très bien. Le mec est exceptionnel, faut pas se leurrer, le mec est exceptionnel. Et c'est dommage en fait, puisque dans le système des Sixers, le fait que Fultz ne shoot pas, ça crée un problème mécanique et ça permet pas de maximiser les autres gars et notamment Simmons et Embiid. Après, par rapport à ça, pour moi, il y a pas mal d'enseignements qu'on peut tirer du match contre les Celtics. Parce qu'en effet, ça pose problème, ça met en avant le manque de shoot d'un joueur comme Ben Simmons. Et je te rejoins là où il faut pas oublier. En fait, on fait souvent trop une fixette sur les mecs qui ont pas de shoot, qui t'a délaissé tout ce qu'ils font de bien autre. En l'occurrence, il fait tout bien, Ben Simmons, notamment défensivement, où là, il est assez impressionnant depuis le début de saison. Mais on voit encore une fois que le problème des Sixers, et je t'ai envoyé un message, Alan, pendant le match contre les Celtics, où je t'ai dit, mais en fait, c'est le même match qu'il y a en avril, en fait. Ouais. C'est le même match. C'est-à-dire que à la minute où Embiid sort, ils mettent pas un point. Parce que les autres ne défendent plus. En fait, ils se reculent par rapport à Ben Simmons. Ils se reculent d'un bon match. Ils le défendent pas du tout. Ils ont aucun respect pour son shoot 3 points, sachant qu'il en a pas. Et ensuite, les espèces de sorties d'écran pour les Redick et tout, ils ont vu ça. Ça fait, ils sont dans la même division. Ils se sont joués en playoff. Les Celtics, ils connaissent ça maintenant. Et ils marquent plus, en fait. C'est pour ça, Markelle Fultz, ça peut aussi s'expliquer, parce que si on retourne à son profil de draft, c'est aussi quelqu'un qui peut créer de l'attaque à partir de rien, et il y a personne qui fait ça aux Sixers. C'est pour ça que je vous posais un peu la question. Est-ce que encore une fois, c'est un peu prématuré de dire ça, mais on y a déjà pensé, on en a déjà parlé cet été, mais il y a un plafond de verre sur cette équipe, parce que tu peux pas arriver et avoir un seul joueur de 1 contre 1, on va dire. Il y a que Embiid qui peut gagner des 1 contre 1 dans cette équipe, et Simmons, mais c'est dans des scénarios un peu particuliers. Tu peux pas espérer faire des résultats face aux Celtics, face aux Raptors dans ce genre de configuration. Mais tu dis qu'on a l'impression d'avoir les mêmes matchs, mais finalement, quand tu regardes bien les équipes et ceux qu'ils ont présentés, ça a pas changé par rapport à l'an dernier, les Sixers. C'est ça le truc. Un peu quand même. Dans le mal, ils ont remplacé en gros Bellinelli et Ilyasova, qui étaient des pièces importantes du spacing, par Landry Shamet et Wilson Chandler, qui a pas joué. C'est ça, Chandler il a pas joué, Muscala qui est arrivé pour le spacing, il a pas joué, donc du coup tu te retrouves avec des joueurs qui sont vraiment très très jeunes face à une équipe comme les Celtics. Et après, est-ce que c'est aussi juste de juger les Sixers par rapport au prisme de la défense des Celtics, Totalement. Qui fait partie de l'une des meilleures de la NBA? C'est comme si tu juges la capacité d'un défenseur à switcher sur ce qu'il fait contre Steph Curry. Je suis pas d'accord, Tom, parce que on les a mis, on les met comme des concurrents, en fait. Bah oui, c'est ça. Non, mais ils sont pas dans le même chapeau. Oui, mais dans les années futures, si tu me dis dans les 5 ans qui viennent, c'est des affrontements qui vont avoir lieu en play-off. Et si tu compares pas une équipe, on les a tous mis, si on retourne vers nos previews, on vous invite à lire cet article de preview d'ailleurs, à l'exception de toi, Tom, on les a tous mis top 4 à l'Est. C'est-à-dire que si on compare pas une équipe qui est top 4 à l'Est à la meilleure équipe de l'Est, on les compare Boston, on compare juste Boston aux Warriors, non, on peut pas non plus. On les compare à qui? Non, c'est pas ça, je te parle pas de Boston en général, mais juste de la défense. En fait, juger une attaque uniquement face au prisme de la meilleure défense, d'une des 2 meilleures défenses de la NBA, tu la juges, mais c'est une équipe qui vont devoir battre. Ah oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais tu vois, ça c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Mais si par exemple on fait le constat parce qu'ils ont lutté contre la défense de Boston, mais rien ne dit que leur système à l'heure actuelle passerait pas contre des défenses moyennes. C'est juste que Boston a une défense élite. Totalement, mais le problème c'est pour moi on est entré dans une année où les Sixers, c'est une équipe qu'on doit juger sur ses affrontements face au Cador. Tu es pas à ce niveau-là à l'Est. Oui, c'est ça. Tu es pas à ce niveau-là à l'Est, top 3, top 4. On est obligé de te juger face à tes pairs, et en l'occurrence, c'est les Sixers, c'est les Celtics, c'est les Raptors, et en l'occurrence, c'est des bonnes défenses. Ça va être problématique pour eux, j'en ai parfaitement conscience. Mais on est obligé de les comparer et de mouiller leur attaque, de voir ce que leur attaque fait par rapport à ces Celtics-là, parce que ça va être une équipe qui vont probablement affronter en playoff et ils vont devoir se défaire. Et ces problèmes-là, pour moi, ça va être des problèmes que vont rencontrer les Sixers contre toutes les bonnes défenses. Tu peux pas arriver avec
3 joueurs de fin de chaîne, on va dire. Enfin, il y a personne qui crée de l'attaque. Quand Embiid sort, c'est une catastrophe et c'était la même chose en play-off. Enfin, moi, je suis assez inquiet à ce niveau-là. Peut-être, Alan, le mot de la fin, parce qu'on a dit qu'on enchaînait les sujets, mais on a déjà passé pas mal de temps non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je les juge face au top 4. L'année dernière, on aurait pu les juger. Et puis, surtout, Tom le rappelait souvent. Leur énorme série de victoires, c'était contre des équipes qui, en fait, c'était un concours de qui va tanker le mieux, en fait. Et ils ont battu tous ces gens-là. Donc, c'était un petit peu surfait aussi, cette série de victoires. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Là, c'est l'année 2. Il y a pas eu de trop gros changements en effectif. Peut-être attendre que Muscala, Chandler reviennent, puisque ça apportera du spacing, c'est clair. Ils en ont besoin quand ils ont un joueur comme Ben Simmons sur le terrain. Mais il y a toujours des questions, puisqu'ils ont battu Orlando, ils ont battu Chicago. Et ils ont galéré à battre Orlando. Donc, ce sera à voir. Après, on verra. On aura peut-être un élément de réponse parce qu'ils jouent, la semaine prochaine, ils jouent contre, les Pistons et les Bucks. Ouais, des affrontements assez intéressants. Les Bucks. Alors la transition serait parfaite. Est-ce qu'on enchaîne par les Bucks et on se laisse les Lakers pour la fin? C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai fait la passe. Hein. J'ai vu ça, la passe des 6. Alors moi, j'avoue, les Bucks là, c'est plus aucune retenue, plus aucune nuance par rapport au début de saison. Non. Là, on explose tout ce qu'on a dit. Oh non. Les Bucks, 2 matchs, 2 victoires. Un premier match contre les Hornets, une victoire assez étriquée malgré le fait qu'ils avaient mené assez largement en début de match. Et surtout, la stat à retenir, 34 tirs à 3 points tentés. Pourquoi il faut la retenir? Parce que le match d'après, contre les Pacers, un match largement dominé dans leur nouvelle salle d'ailleurs, très belle salle au passage, 47 tirs à 3 points. Petite stat que j'ai cherché pas mal de petites stats comme ça cette semaine. Record de franchise avec 47 tirs à 3 points. Tenté, c'était quoi le précédent record pour la franchise? On est à 47, hein. Le précédent était à 36. Ouais, j'étais devant le match, ouais. C'était 11 tentatives d'écart. Une petite révolution parce que on tire beaucoup plus de 3 points. On gagne avec les 3 points. Il faut savoir que la saison dernière, dans les matchs où ils avaient tenté 33 points ou plus, le bilan était une victoire pour 9 défaites. Donc en gros, tirer, c'était pas résultat. Le résultat était pas forcément la victoire du côté des Bucks. Moi, je vous avoue, j'ai vu les 2 matchs, je suis complètement séduit. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ces Bucks pour me calmer? Là, il faut me calmer, là. C'est l'objectif de cette séquence. En fait, il y a un très bon article sur les Bucks qui est sorti de Eric Nehm qui écrit pour The Athletic, écrit aussi pour The Early Birds, qui est un peu un blog qui s'intéresse aux aspects du jeu et à l'analytique. En fait, on s'attendait à énormément de nouveautés et en fait, il sort dans l'article et quand on voit les matchs, on se rend compte il y a pas énormément de nouveautés, il y a pas mal de schémas qui ont été repris. C'est juste que le fait que les joueurs sont différents, ça change toute la résultante de l'attaque. On voit que ils prennent une énorme partie de leur tir à 3 points par rapport à leur shoot totaux. Et t'as aussi ça c'est fait parce que tu remplaces John Henson par le Brook Lopez, donc c'est déjà quelque chose de très important pour ton spacing général. Et tu te retrouves désormais avec qu'un seul non-shooter, entre guillemets, qui est Eric Bledsoe. Et on le voit, en fait, sur des possessions où tu vois Giannis qui arrive à avoir un avantage de taille sur un joueur ou qui arrive à récupérer un switch sur un meneur. Là, il y a aucun problème pour trouver l'un des 4 joueurs démarqués. Et il y a un truc que je trouve très intéressant, en fait, c'est Eric Bledsoe sans ballon, qui pose des écrans, en fait, des écrans retard, et qui pose des écrans sur des backscreens, en gros, un peu à la manière d'un André Robertson quand il a pas le ballon. C'est un truc que j'ai jamais vu Bledsoe faire, et ça marche très bien pour les Bucks. Alan, t'as pu voir ce match Hornet Bucks pour une raison qu'on n'explique pas maintenant, mais vous allez bientôt savoir dans... Le teasing démarre dans quelques semaines. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé d'un match où on a un petit peu vu les Bucks, on a vu les 2 visages. C'est-à-dire que très fringant et un peu plus dans le dur en deuxième partie. Mais les 2 visages à cause de quoi? Juste à cause de l'adresse en fait, parce que ça jouait un petit peu de la même façon. Alors j'étais plus récalcitrant que vous deux, par exemple sur l'effet Budenholzer. Ça s'est peut-être vu là où j'ai mis les Bucks dans mon classement à l'Est. Bon, après quelques jours, ça paraît du génie, j'ai l'impression. Mais en fait, le spacing est bon, quoi. Jason Kidd peut aller se rhabiller. Franchement, je pense que sans l'attaquer lui, son futur NBA, c'est en pointillé. Parce que ce que Bud arrive à faire là,
avec voilà un très bon spacing. Voilà, la signature d'Ilyasova me paraissait onéreuse et longue. En fait, ça crée du spacing en sortie de banc. Et comme tu l'as dit, Tom, c'est moins de Henson, mais c'est plus de Henson dans son rôle à lui, quoi. Ouais. C'est plus de Henson dans ce que doit être John Henson. Voilà, un backup qui protège le cercle et qui est un joueur de fin de chaîne qui finit les paniers près du cercle avec des shoots à haut pourcentage. Et Tony Snell. C'est ça en fait. Il joue avec énormément de shooters maintenant, parce qu'il joue avec Snell, il joue avec Della Vedova, il joue avec DiVincenzo. Donc le mec joue avec des artilleurs. Il joue avec des artilleurs, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Et lui-même il shoot à 3 points. Bon, ça, oui, mais puis DiVincenzo qui est un profil qui est, certains parlaient que c'était un petit peu haut pour le sélectionner à la draft, ça reste un joueur quand même qui peut créer son shoot, et donc ils avaient peut-être besoin de ça en sortie de banc. L'année dernière ils avaient pas ça du tout. C'est quelque chose qui est là. Moi c'est surtout ça que j'ai envie de parler, c'était un petit peu les autres joueurs, parce qu'en vrai le 5 avec la doublette Giannis Middleton, on sait que c'est du très très haut niveau. La doublette de guard Brogdon Bledsoe, ça peut défendre, ça, si ça met dedans, alors là c'est un gros bonus. Et puis tout ça c'est coaché par Bud, et puis non, franchement, je suis surpris. Pour revenir sur les stats au tir, les gens disent souvent, bon, l'adresse, ça vient, ça part, donc peut-être que ça va s'arrêter. Mais ce qu'a compris Budenholzer, ce qu'a compris aussi un mec comme Steven, c'est que plus tu shootes, moins t'as de chances que cet adage, il se vérifie. Parce que plus tu shootes, plus t'as de tentatives, et avec les joueurs qui sont de plus en plus adroits aujourd'hui, l'adresse, elle sera toujours un minimum présente. Et donc ça limitera la casse. Donc je suis surpris, et dans le positif, et par cette équipe des Bucks. Ouais. Vas-y Ben, parle-nous d'Eric Bledsoe. Eric Bledsoe. Alors Eric Bledsoe, pour ceux qui ont un peu de mémoire, et certains vont s'en souvenir, j'avais quand même mis comme favori même pour le titre de Isaiah Thomas, donc la descente aux enfers. Donc j'en attendais très peu, c'est peut-être pour ça que je suis séduit, mais moi j'ai été vraiment impressionné. J'ai jamais vu Eric Bledsoe comme ça depuis des années. C'est certes que 2 matchs, mais présent en défense. C'est-à-dire que il s'en prend 41, c'est ça, 41 de Kemba sur la carafe, mais c'est juste que Kemba met des shoots compliqués. Oladipo en met 24 ou 25, mais Oladipo il doit en mettre 15 quand le match est hors de portée. Donc il a fait vraiment le taf. En attaque, il met des shoots. Enfin, on a l'impression que cette série un peu, on parle de prolongement des playoffs, j'ai l'impression que Bledsoe, et c'est une bonne nouvelle pour les Bucks, il est pas dans le prolongement de ces playoffs, où il avait été un petit peu où Terry Rozier lui avait marché dessus. Scary Terry lui avait marché dessus, pardon. Ouais, moi je suis vraiment séduit. Alan, et t'as eu raison de parler des role players qui sont, alors Brandon, il loupe pas un shoot. Alors c'est simple, il met tout. Ouais, il met tout. Ça tiendra pas, hein. Mais non. Il met tout pour l'instant. DiVincenzo, j'étais assez surpris de le voir rentrer sur le terrain contre les Hornets avant Tony Snell. Je me suis dit, ok. Et en fait, il apporte du spacing. Vous avez raison. Enfin, on voit vraiment la touche Bud. Et moi, j'en ai un petit peu parlé avec Pierre vite fait, mais il y a ces systèmes où ils sont à 5 autour. En fait, il y a personne dans la raquette. Comment tu peux demander à un défenseur de prendre un contre un de Giannis, sachant qu'il a aucune aide derrière lui possible? C'est assez effrayant. Non, moi, je suis convaincu, et même avec un petit changement, ensuite je vais vous redonner la parole, mais il y a un petit truc que j'ai noté, et moi je trouve ça très malin, c'est qu'en fait, peut-être qu'il le faisait avant, mais moi ça m'a vraiment marqué sur ces 2 premiers matchs. Giannis, il fait quoi? Il fait 18 et 15 rebonds, je crois, de tête. Et en fait, il y a un système, je pense que c'est volontaire, c'est Bud qui demande à son intérieur de box out et à 2 personnes box out, et en fait Giannis il coupe, il prend la balle et il part direct. Ce qui amène énormément de paniers faciles. Et ça, c'est un petit détail, hein, mais ça t'aide. Franchement, moi, je suis convaincu, le seul point noir, peut-être, c'est Giannis qui a 0 sur 10 à 3 points à l'heure où on enregistre. Alors, certes, tout le monde shoot, mais si tu en mets pas, peut-être fais d'autres choses. Côté Giannis, tu fais tout à un niveau élite, ne shoot peut-être pas autant. Mais justement, pour revenir sur ce système-là, en fait, le fait que Giannis prenne les rebonds, parfois ils se font piéger, puisque Giannis, t'as des équipes qui ils s'attendent à ça, donc du coup ils le laissent partir, et en fait Giannis voit parfois une ouverture pour se mettre en post-up. Giannis est aujourd'hui l'un des 4 joueurs qui joue le plus, enfin il est 4e au nombre de post-up joués, au nombre de post-up joués en moyenne par match. Mais ce qui est intéressant avec ces post-up, c'est qu'en fait 50% du temps il fait la passe soit pour un joueur dans le corner. Ils ont tenté cette action-là beaucoup pour le premier match. Tu sens que c'est un truc qui a été travaillé pour le premier match Charlotte, ouais. Face contre Charlotte. Ils ont beaucoup tenté, c'est beaucoup passé juste au moment où Batum anticipe, et
il se met sur la trajectoire pour qu'il y ait plus la passe dans le corner et du coup ils ont un peu limité le système comme ça, mais c'est un truc Giannis part en contre-attaque et parfois il y a des leurres de la défense qui laissent un petit pour le tenter en fait d'aller seul et puis la défense se referme et les autres joueurs sont encore loin, donc du coup il perd le ballon. Donc ça c'est des petits leurres qui pour essayer de le stopper, mais sinon ce qu'ils mettent en place c'est vraiment très fort, surtout que Giannis sur ses post-up, c'est toujours des joueurs plus petits en fait. C'est jamais les intérieurs qui postent c'est vraiment il poste les joueurs qui courent le plus vite puisque lui il va très vite quand il prend le rebond. Ouais, par rapport à ces questions de perte de balles, ça risque d'être tout n'est pas rose ça risque d'être une de leurs limites. On sait que les systèmes, le schéma de Bud c'est un disciple de Popovich, il y a pas mal de passes. C'est pas une équipe qui a des grands passeurs donc ils risquent de perdre des ballons, et il y a aussi, je pense aussi la surprise, les Pacers et les Hornets, c'est pas deux bonnes défenses, mais c'est des défenses de milieu de tableau normalement, et ils ont été à la ramasse quand même. Alors en plus on en parlera peut-être en fin d'émission, mais ça s'inscrit dans un début de saison où personne ne défend. Donc peut-être qu'ils vont pas avoir autant de situations ouvertes, mais je trouve ça fringant. Ça, par exemple, ça m'étonnerait de les voir continuer à 38% à 3 points toute la saison. Enfin, ça serait là s'ils sont à 38% à 3 points toute la saison, ok, danger. Mais moi je suis séduit. Franchement, j'avoue que je suis séduit. Il faut faire attention, c'est que le début de saison, mais si cette équipe-là a vraiment embrassé ce schéma 2018, tir à 3 points intérieur avec Giannis qui est Giannis, avec tous les role players qui font le taf, il y a pas de raison qu'ils soient pas 4 à l'est en fait. Et surtout, tu vois, ils prennent un petit peu de shoot à mi-distance, mais les joueurs qui prennent les shoots à mi-distance, c'est Middleton. Et Middleton à mi-distance, il est dans le 100e percentile en fait. Il est, élite à mi-distance en fait, Middleton. Donc au final, il s'arrange pour ils sont rentables quasiment partout. Ouais, vraiment. Je sais pas si on a autre chose à dire. C'est ça le problème des équipes qui font un bon début de saison, c'est que c'est très positif, mais vraiment moi j'ai été séduit et et aussi défensivement. On a parlé beaucoup de l'attaque là, défensivement. J'ai parlé de Bledsoe, mais en fait on a l'impression que c'est une équipe qui là ils font ce qu'ils doivent faire défensivement. Contrairement aux autres années, il y a plus de schéma totalement à la rue. Ça va être une équipe qui peut être top 10 défense parce qu'il y a que des bons défenseurs individuels à l'exception de Brook Lopez, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en fait j'ai l'impression que Budenholzer, il a vraiment dans l'idée à terme de faire de son patron de la défense de Giannis, ce qu'il était déjà un peu, mais dans l'idée, vu comment il met les schémas en place, je pense qu'il veut dans les matchs importants de playoff, ça soit Giannis qui soit 5 et qui contrôle la raquette, en fait. Non, mais après Brook Lopez, c'est un joueur qui est très, très bon si tu veux jouer en drop. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image d'un joueur comme Pau Gasol. Tu vois, il est long, il est massif. Et c'est un joueur qui a souvent été sous-estimé pour ses capacités à la dissuasion. Certes, c'est pas un gros contreur, mais il se déplace bien, il voit bien les angles pour arrêter les joueurs. Non, c'est vraiment un défenseur, on va dire, intelligent. Et du coup, il laisse les athlètes et lui, il se place, il parle un peu. Enfin, t'as l'impression que il est bien en fait dans cette défense, un peu à la manière de Nurkic à Portland. Totalement. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ces Bucks avant qu'on enchaîne par les Lakers. Vas-y, Alan. Moi, surtout ce que ça me dit, c'est qu'aujourd'hui l'importance du coaching, quoi. Qui comprennent vraiment comment on joue au basket aujourd'hui n'a jamais été aussi importante pour moi en NBA parce que Tom le dit, la façon de jouer n'a peut-être pas tellement changé, l'effectif non plus n'a pas tellement changé, les nouveaux joueurs de la rotation, en gros, c'est DiVincenzo, Ilyasova et peut-être Connaughton, encore il joue pas trop, donc c'est vraiment le coaching, quoi, l'importance d'avoir un bon coach, parce que ce qui s'est passé depuis 2-3 ans à Giannis, à Milwaukee, c'est vraiment c'est pas normal, quoi. Et Thon Maker a disparu de la rotation. Ah oui, et je me demandais où il était d'ailleurs. Il a disparu de la rotation. Sterling Brown aussi, c'est un peu dommage, moi j'aime bien Sterling Brown. Mais Della Vedova aussi joue pas. Il joue pas énormément, et même DJ Wilson qui lui les deux derniers pics là, Maker et tu sens que l'équipe joue la gagne. C'est pas les pics de Budenholzer surtout. C'est pas lui qui a choisi ces joueurs-là. C'est ça, c'est aussi un petit peu politique de mettre DiVincenzo aussi, je pense très vite dans la rotation, c'est un choix de Budenholzer.
Ouais. Donc il l'a choisi. Mais moi je suis totalement d'accord avec toi Alan, et mea culpa, moi c'est quelque chose que j'ai constamment tendance à sous-estimer l'importance du coaching. Et preuve en est, je vais faire une petite comparaison NFL pour ceux qui comprendront, mais moi ça me fait penser aux Rams quand ils sont passés de Jeff Fisher à Sean McVay, tu vois. J'ai l'impression qu'on passe du 19e siècle à 2032, tu vois. Enfin vraiment c'est assez impressionnant. Et pour finir avec ces Bucks avant d'enchaîner avec les Lakers, c'est une équipe qu'il faudra surveiller parce que je pense que dans les semaines à venir, on va savoir des choses. Enfin, on va avoir le cœur net. À partir de lundi prochain, pas lundi 22, lundi 29, leur calendrier, ça donne la réception des Raptors. Ils se déplacent aux Celtics, ils reçoivent les Kings et ensuite ils ont un petit road trip de 4 matchs où ils jouent Portland, Golden State, les Clippers et Denver. Et c'est d'ailleurs un back-to-back pour Clippers Nuggets. Donc là, tu joues quand même des matchs contre des équipes de bon niveau. On sait que ça a été leur difficulté la saison dernière. Ils avaient un bilan assez catastrophique contre les équipes à plus de 50%. On va savoir. Enfin, je pense que mi-novembre, on pourrait déjà savoir ce que vaut vraiment cette équipe des Bucks, parce qu'il faut une nouvelle fois rappeler que, et on l'a dit plus d'une fois dans cette émission, c'est prouver que les 20 premiers matchs sont les plus importants, en fait. Enfin, ça te montre de quoi est fait vraiment une équipe les 20 premiers matchs. Et on enchaîne par les Lakers. Or là, je vous avoue, je sais même pas par quoi commencer, les Lakers. Bah, ce qui est frais ou ce qui remonte un peu plus longtemps? Est-ce qu'on est dans une approche d'analyse concrète ou est-ce qu'on parle de bar fight? Comme vous voulez. On va peut-être commencer, avant le plus léger, on va peut-être commencer par notre impression sur le jeu des Lakers. On les a vus donc perdre à Portland 128-119, perdre contre Houston 115-124. Le premier match était à Portland, le deuxième à la maison. Qu'est-ce qu'on retient dans le jeu de ce début de saison des Lakers, Tom? Il y a pas mal de trucs, enfin, tu sens que, enfin. C'est ça, ouais. Hein? Il y a beaucoup de trucs, c'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de choses, enfin, tu sens qu'ils essaient c'est une équipe qui est quand même disciplinée, offensivement, entre guillemets, je trouve. Ils essaient de dérouler des systèmes, ils essaient de faire des choses, enfin, ça part pas en cacahuète trop vite, on va dire. Certes, t'as quelques joueurs qui dégainent un peu rapidement. Enfin, Lance Stevenson, tu comprends pas vraiment à quoi il sert et pourquoi il est sur le terrain. Ça fait longtemps ça fait longtemps. Mais tu vois, il y a des choses qui sont, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Il y a des systèmes de jeu qui sont posés où à part le match d'hier où LeBron un petit peu plus la balle en main et plus en homme orchestre entre guillemets, enfin tu sens que, enfin voilà quoi, il y a des choses qui ont été travaillées et ils essaient de s'appliquer pour les mettre en place. C'est très ça. Je suis assez. Alan, qu'est-ce que t'as à dire sur ces... Moi j'ai noté il y a 15 000 trucs à dire, donc on va essayer de... En termes de jeu pur, j'ai vu que le match contre Portland, donc je peux pas parler du match contre Houston, mais ce que j'ai vu du match contre Portland, c'est, j'ai l'impression des deux joueurs qui ont envie de jouer ensemble. LeBron qui a envie de bien faire avec les joueurs qu'il a à ses côtés. Mais oui, Lance Stephenson, non. Et puis ne pas avoir de solution au poste 5 aussi est très préjudiciable, parce que McGee joue, mais je pense qu'au mieux McGee c'est un backup, et là le backup de McGee, il y en a pas. Et Kuzma est en difficulté, hein, pour... Kuzma est parce que Kuzma est en difficulté. Puis Lonzo a eu des difficultés contre Portland. J'ai lu que c'était mieux contre Houston. Donc c'était probablement le meilleur Lakers contre Houston avec McGee, je pense. Mais après Houston, en termes d'opposition, j'ai pas trouvé Houston meilleur que Portland, par exemple. Dans ce qu'ils ont proposé en termes de jeu, j'ai pas trouvé Houston meilleur que Portland. Au ils sont pas super rassurants. Il y a que 2 matchs, mais ils sont pas super rassurants pour l'instant. Puisque après, tu vois, défensivement, les Lakers, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au jeu qu'a proposé Portland, notamment puisque c'était pas prévu que Sauce Castillo prenne feu. C'était pas c'était pas prévu. Et en fait, j'ai pas vu d'adaptation par rapport à ce qu'il faisait en fait. C'est-à-dire que le mec est en feu, mais c'est pas grave, il est pas dans le plan de jeu, on s'en fout limite. Et le mec a scoré, il y a pas vraiment eu d'adaptation. Attention, lui il est chaud, faut le serrer un petit peu plus. non, on se tient au plan de jeu, tout ça. Et puis bon, enfin ils ont fait un beau rapproché sur la fin, ils se sont fait il y a eu pas mal de petits trucs intéressants face à Portland, mais après défensivement LeBron est un peu merci Tom. LeBron, j'allais partir là parce que on peut comprendre, il défendait pas à Cleveland parce qu'il devait tenir l'attaque à lui tout seul.
et qu'il était dans une équipe qui pouvait s'asseoir sur la domination offensive. L'attaque, on va le dire, il y a des petits soucis. Il y a des joueurs qui peuvent porter la gonfle. LeBron, je suis désolé, sa fin de match contre les Rockets, ça a beau être LeBron, on a le droit de le critiquer. Il laisse ouvert PJ Tucker dans le corner, mais il ne fait rien. Il est à 5 mètres PJ Tucker. PJ ouvert. PJ ouvert dans le corner. C'était pas mal. PJ Tucker, c'est un joueur NBA quand il est ouvert. Même si c'est pas le meilleur des shooters, il met son panier et c'est un panier hyper important. LeBron, il est pas... Il gère en fait, et moi ce qui me fait peur c'est qu'il est pas à l'est, tu peux pas gérer à l'ouest, c'est-à-dire que si tu démarres 0-3, ce qui peut arriver vu qu'il joue les Spurs lundi, c'est pas bon, mais en fait il y a des promesses, on va dire que c'est encourageant, pour l'instant c'est encourageant, mais je te rejoins pas trop Alain sur Javel McGee, moi il est bon, et c'est pas, enfin il y a des Lakers qui sont beaucoup plus honteux que lui, je pense à KCP qui est complètement catastrophique. Joe Charles rentrer dans le 5. Moi je comprends pas les rotations de Walton. Parce que qu'est-ce qui lui est arrivé à KCP honnêtement, c'est incompréhensible. Ouais, il aurait dû avoir pas mal d'argent et il se retrouve avec une année plus une année et pas beaucoup d'argent et une baisse de niveau terrifiante. Ah je pense qu'il a même eu plus d'argent qu'est-ce qu'il aurait dû avoir limite. Hein. Ah bah largement. Parce que non, ce qu'il mérite aujourd'hui, mais pas ce qu'il aurait dû avoir il y a 2 ans quand on pensait à lui sur le marché. Tu vois ce que je veux dire. Moi je comprends pas les rotations de Walton parce que si les profils de à la main, Rondo et Ball et au poste de KCP Hart étaient différents, j'aurais pu comprendre les choix de Walton, tu vois. J'aurais pu comprendre qui préfère mettre les plus anciens en gros. Mais en fait, c'est juste que ils ont les mêmes profils mais ils sont moins bons, Rondo et KCP que Lonzo et Hart. Donc je comprends pas trop. Hart doit être dans le 5 comme tu l'as dit Tom et moi je mettrais Lonzo, je suis désolé. Rondo, d'accord, ok, mais non. On va avoir l'occasion de le voir, mais c'est un meilleur shooter, un meilleur rebondeur, un meilleur défenseur, un passeur du même niveau. Je comprends pas. Il est plus jeune. Après, sur le poste 5, c'est juste parce que, en fait, il y a pas de solution à part McGee. Et trop de McGee, c'est pas top pour moi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas vu le match contre Houston, donc tu sens me dire Non, t'as raison. Par contre, t'as raison sur ça, il peut pas jouer des longues séquences. C'est ça que tu veux dire, je pense. Ouais. Il peut pas jouer des longues séquences. C'est vrai. Ça reste Javel McGee, mais il est loin d'être... Je te rejoins parfaitement sur Lonzo qui doit être titulaire. Moi j'avoue que c'est... ceux qui nous écoutent le savent, c'est pas un joueur... je suis pas le plus grand fan de Lonzo, je lui ai déjà... je vais pas dire tirer dessus, c'est un peu violent, mais enfin j'hésite pas à le critiquer quand il faut. Ouais, taper sur les doigts, c'est mieux que tirer dessus, c'est horrible, tirer dessus. Mais là, pour moi, il a fait vraiment un super match contre les Rockets. Je pense que les équipes vont commencer à respecter son shoot, ce qu'il a prouvé qu'il pouvait en mettre. Et défensivement, c'est le seul Laker qui défend, en fait. Donc, à partir de là, les autres ne défendent pas. Mais c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas du tout. Même KCP, alors qu'il a ce pédigré, quoi. KCP, ça devient le nouveau Iman Shumpert. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un 3&D, il met pas un shoot, il défend pas. Donc, mais c'est plus la défense collective qui pose problème que la défense individuelle. Alors certes, les joueurs, ils opposent une faible résistance ils ont une très faible résistance, mais même dans la défense, c'est plutôt dans la défense collective où t'as des petites rotations manquées, t'as des manques de communication. Bon, on va dire que c'est normal, c'est le début de saison, mais voilà, ça leur coûte des matchs, ça leur coûte des paniers faciles, et c'est pas, dans une conférence ouest où tu vises les playoffs, où ça semble être très très serré, faut pas commencer à perdre des matchs, pas bêtement, mais sur des petites erreurs d'inattention, quoi. Totalement. Par rapport à leur attaque, on peut peut-être revenir sur l'élément marquant de leur attaque, c'est la vitesse à l'heure actuelle. Leur match contre Portland, je vous ai donné la stat, elle est assez incroyable. En termes de durée moyenne pour une possession offensive, à pas confondre avec la pace, c'est pas la même chose. Leur possession contre les Blazers, je vais y arriver, durée en moyenne 11,5 secondes, c'est le 5e plus bas total depuis 96 en attaque. C'est-à-dire que c'est le 5e match en attaque le plus rapide qu'on a vu depuis 96. Ça allait à toute vitesse. Et moi, je suis un petit peu partagé par rapport à ça. Je sais pas vous, mais je me dis que d'un côté, oui, il y a très peu de shooting, donc ça peut être une idée, en fait, de profiter du mauvais placement des défenses. Quand t'as des passeurs comme Rondo, LeBron, Lonzo, oui, parce que tu vas avoir une quantité de paniers faciles et ça se voit en transition, ils sont très efficaces. Mais LeBron est un joueur, alors certes c'est un cyborg, mais il a de l'âge maintenant, LeBron. Si tu joues avec une pace à ce niveau-là, si on repart sur la pace maintenant, si tu joues avec un rythme comme ça toute l'année, j'ai peur qu'en janvier-février, à l'ouest où l'opposition est nettement plus difficile,
j'ai peur qu'on le retrouve fatigué, LeBron. Et ça va être une équipe, les Lakers, y a pas de secret, ils vont se battre jusqu'à la fin, probablement, pour les playoffs. Donc je comprends, en fait, ça a du sens, mais j'ai peur qu'ils payent les pots cassés, à 20 matchs de la fin. C'est une question que je me posais aussi, et, Pac Le Rouge, avec lequel je discute souvent, qui est un fan, des Lakers que je trouve moi avisé. Enfin, vous étiez passé, il me semble, dans le long shot, il me semble, Ben. Oui, un jour avec lui. Et on a noté la même chose, Alan. Un fan des Lakers avisé, ça sous-entend qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et du coup, en fait, je lui avais posé la question, puisque moi j'avais la même inquiétude, et il m'avait répondu, est-ce que c'est pas plus éreintant de devoir faire des pick and roll et devoir dribbler l'horloge entre guillemets, et de devoir trouver un décalage sur un switch, tout ça, que de jouer un peu voilà quoi, comme Houston jouait la première année enfin avant Chris Paul quoi, et justement faire le ballon volé, et puis voilà quoi, tu cours un peu moins, et est-ce que c'est pas moins éreintant, tu vois, de jouer comme ça que de jouer, enfin certes les possessions sont plus courtes, t'as plus de possessions, elles sont plus courtes, mais elles sont moins éreintantes puisque t'as moins de déplacements à faire. Et moi j'ai pas la réponse à cette question. Moi non plus. Il y a peut-être moyen, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle c'est moins éreintant vu qu'ils font pas les efforts en défense. C'est sûr que en fait, moi, je trouve ça plus simple de réussir à faire ça dans un schéma classique que réussir en fait, être une attaque où, oui, les possessions sont très courtes en attaque, mais le contre-coup de ça, c'est qu'en défense, elles vont être très longues. Et soit tu fais le choix de défendre à fond, et on sait qu'il n'y a rien de pire que de défendre à fond, niveau énergie, soit tu fais le choix de faire, c'est ce qu'ils font actuellement, il y a vraiment des errances, et en fait, ce que tu gagnes en contre-attaque, tu le perds en défense. Enfin, je sais pas. J'ai pas non plus de réponse arrêtée, mais c'est une bonne question. Après, c'est aussi un risque. Bon, après, je laisse bien sûr Alan parler sur le sujet. Après, c'est un risque puisque tu multiplies les possessions. Ça veut dire que tu multiplies les possessions où toi tu vas défendre. Aussi. Et c'est pas la bonne équation. C'est pas la bonne équation de vouloir multiplier les possessions où tu vas défendre avec cette équipe-là. Après, je pense que surtout qu'ils sont pas adroits aussi pour le moment. Parce que 8 sur 32 contre Houston, 13 sur 37, non pas 13 sur 37, pardon, 7 sur 30 contre Portland, et je crois que contre Portland, c'est pas un panier à 3 points de la première mi-temps. Ingram a un petit peu de difficulté, ouais. Voilà, donc c'était ce jeu rapide nécessaire pour avoir des paniers faciles au cercle, parce qu'ils ne mettaient rien. Il y a de ça aussi, le manque de shoot. Qui est censé apporter du shoot là-dedans? Bon, KCP, d'accord, normalement. Ouais. Josh Hart est arrivé de NCAA, on disait que c'était un shooter correct. Franchement, c'est un shooter qui est plus que correct, j'ai l'impression. Ouais. Ingram peut shooter, Kuzma shootait bien l'année dernière, mais il est un peu plus en difficulté, comme vous l'avez dit. Stephenson ne shoot pas, Beasley shoot pas. Il y a Mikhailuk, mais ils peuvent pas jouer Mikhailuk. Lui, c'est un vrai shooter. C'est un vrai shooter. Mais après, Ingram, son shoot, je le trouve, il est plus beau qu'il n'est efficace, je dirais. Ouais, tu penses ça de pas mal de personnes. C'est vrai. C'est un truc que tu dis des fois. Ah, peut-être, hein, mais je trouve que, Ingram, je suis pas certain que les équipes le voient comme un vrai danger, tu vois, à 3 points. Il peut mettre dedans, mais c'est pas genre le mec où tu vas te dire, lui, faut surtout pas qu'il shoot. Non, mais ils ont pas en fait ce profil de lui, faut absolument pas qu'il shoot. Toutes les équipes, elles ont lui c'est un gros shooter, il rentre que pour ça, un Redick ou des gens comme ça. Ils l'ont pas en fait ce joueur-là dans la rotation. Et si Troy Daniels était le chaînon manquant? Tom, on t'a vu tweeter sur Troy Daniels, ça nous échappe pas. Tom il tweet sur Troy Daniels, c'est ça. Troy avec le côté. Le O, le Y, c'est une flamme à la place. C'est ça, ouais. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas vraiment, je pense que t'as raison, Alan, j'y pense. Il y a pas ce danger. C'est sûr que l'attaque, de toute façon, c'est assez simple le schéma pour battre les Lakers pour l'instant. Il faut réussir à cantonner le match à de l'attaque sur demi-terrain. Et là, ils ont pas les joueurs, en fait. Le personnel c'est assez compliqué. Ils s'en remettent à LeBron qui a déjà joué 76 minutes, entre parenthèses. C'est aussi un truc à surveiller. Ouais, à voir. Moi, je trouve qu'il y a vraiment,
à l'heure actuelle, il y a une tension entre, enfin, l'équilibre, il va être dur à trouver parce que on en a pas parlé encore, mais ils se font, comme beaucoup d'équipes, hein, c'est un petit peu un thème, ils se font défoncer au rebond. Et à trop vouloir un peu jouer à la contre-attaque, logiquement, tu protèges un peu moins le rebond, tu laisses quelques opportunités supplémentaires. Mais si jamais ils venaient à plus protéger ce rebond, bah, tu perds quelques opportunités en attaque et ça, en contre-attaque, et sachant que ton attaque demi-terrain est pas la plus efficace, c'est peut-être bête. Enfin, il faut trouver l'équilibre et je pense qu'à l'heure actuelle, ils l'ont pas. C'est pas surprenant, c'est une équipe qui se découvre, mais à surveiller. Là-dessus, plus rien à redire. Je suis assez impressionné de nous, on a été assez efficace. On a un peu plus de 50 minutes, on se laisse 20 petites minutes pour l'overtime, on démarre plutôt bien. Quelques mots, bien sûr, on est obligé d'y revenir, la bagarre entre Chris Paul et Rajon Rondo. Alors moi, on m'avait annoncé une bagarre, ok, bon, il y a 2 droites, je sais même pas si elles sont vraiment réussies. Mais il a craché dessus, alors, c'est ça? C'est connecté, hein, là, c'est connecté, hein. Ah oui, la gauche, là, c'est connecté. Et Brandon Ingram qui a quand même, c'est pas la première fois, hein. Ingram, il est chaud, Alex. Ouais. Il a une tête calme, voilà. Genre un peu dans les nuages, mais il est chaud. Tête de baba cool, mais... Ouais. Après Ingram, en première mi-temps, il y a quand même des petits trucs, il prend des coups, voilà. Après, il a un peu surréagi, je trouve. Et puis ça a coupé un petit peu le flow du match puisque les Lakers étaient en train de revenir. James Harden, on va quand même balancer la vanne de Tom sur Ingram quand même. Comment il a écrit un gramme. Dans notre conversation, oui. Voilà. Tom, faut que tu Merci de balancer, elle était obligée. Parce que là, elle est belle quand même. Brandon Ng. Non mais sérieusement, c'est dommage en fait que ce soit, puisque ils étaient en train de revenir bien dans le match sur la fin, et puis ils avaient un petit peu le momentum. Et puis t'as ça quoi, puis t'as Harden qui commence à enchaîner les step back à 3 points, il en met un sur McGee, après il en met un autre, je sais plus sur qui, et puis et après il est parti quoi, t'as le truc de Tucker, tout ça. Donc c'est dommage. C'est dommage. Bon, espérons que on verra les sanctions, parce qu'il y aura des sanctions, il y a des choses qui vont tomber. Après, c'est moyen que le président du syndicat des joueurs soit mêlé à un truc comme ça, quoi. C'est très moche. Ouais, totalement. Mais il lui aurait craché dessus, alors, c'est ça. Non, mais visiblement, en fait, il y a un petit thread qui est sorti. En fait, je crois que c'est Melo qui a dit quelque chose. En fait, il a postillonné, tu vois, il a postillonné sur Chris Paul, et Chris Paul qui s'essuie, il y a un trade de Worldwide Bob, je crois. Faudrait que je le retrouve sur Twitter. Et en gros, c'est Melo qui aurait postillonné sur Chris Paul. Et du coup, en fait, le postillon, machin, donc, Chris Paul s'essuie, et du coup, il pointe, il a cru que c'était Rondo, je pense. Ah, et Rondo, il a balancé la gauche directe en protégeant sa main. Si tu commences à tabasser tous les gens qui te postillonnent dessus, on n'est pas rendu. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dû prendre ça pour un crachat, tout ça, et c'est ça qui a fait. Mais c'est très moyen. Il y a pas. Voilà quoi, c'est pas le spectacle que tu veux voir, surtout pour le retour des Lakers entre guillemets au premier plan avec une superstar comme LeBron James. Le home opener, c'est pas ce qui est le plus joli, et ça masque un peu ce qui se passe à Houston, puisque Houston pour l'instant c'est pas tip top. C'est ce qu'on va faire, tiens, dans cet épisode-là, on va se laisser des petits trucs, on vous dit que Houston c'est pas tip top, on va y revenir peut-être dans un prochain épisode dans plusieurs semaines, mais oui. Houston, clairement, pour l'instant, c'est pas super rassurant. Alan, quelques mots avant de conclure. Rien à dire sur la bagarre. Enfin, bagarre, pour moi, c'est un grand mot, mais... C'est pas une bagarre. C'est un échange d'amabilité. C'est ça, exactement. Ils se connaissent tous, en plus, c'est ça le problème. Ils se connaissent très très bien. C'est ça le truc qui est marrant, c'est que LeBron, il calme Chris Paul, qui est un de ses meilleurs amis, alors que, il est plus proche de son adversaire dans l'histoire que de Rondo. Exactement. Rondo, on connaît l'animal. Bon, il y a Melo dans les mauvais coups, toujours. Voilà. Mais Rondo et Chris Paul, visiblement, d'après ce qui est sorti, ça fait très longtemps qu'ils ne s'aiment pas. Donc, fallait que ça éclate. C'est deux joueurs qui sont, comment je pourrais dire ça? Pas dans leur délire, mais c'est deux joueurs, en fait, oui, on peut comprendre, c'est déjà sorti c'est pas les plus appréciés, parce qu'ils ont leur caractère, c'est des féroces compétiteurs, et forcément, ça fait pchit quand ce genre de personnes se font face. Du coup, j'avais dit qu'on était plutôt bon au niveau temps. Il faut pas trop prolonger cette première partie. Nous, on va se retrouver juste après la pause pour l'overtime.
On vous le rappelle en ce début de saison, mais on le fait tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter, sur Facebook. On va y répondre pendant l'émission. On va commencer par une réflexion de Yayanix qui nous a dit sur Twitter et @Dunkebdo et @TomFeller. Tu vois, c'est l'avantage d'être le chouchou, Alan. C'est que lui, en plus, on cite le site. En plus, on le cite lui. Tu vois, il est au sommet. Un jour, peut-être. J'ai une prédiction pour vous. 2 joueurs des Lakers vont faire un triple-double dans le même match, James et Rondo. Alors, première chose, est-ce qu'on y croit? Oui, pourquoi pas. Après, est-ce que les Lakers gagneront le match? Je ne sais pas, mais oui, pourquoi pas. Lonzo et LeBron, plutôt. Ah ouais. Et moi, en fait, par rapport à ça, j'ai fait une petite recherche que j'ai juste voulu voir si c'est déjà arrivé. Et en l'occurrence, c'est arrivé 5 fois dans l'histoire de voir des coéquipiers faire un triple-double. Je vais pas vous demander de deviner les 5 duos parce que c'est assez dur, mais il y en a quand même un qui est justement, qui était chez les Lakers que vous pouvez deviner assez facilement, années 80, celui-là il est cadeau, le reste. Magic et Karim. Années 80, ouais, Magic et Karim. Ouais. Alors après, juste pour la petite info, le plus récemment, c'était en 2007, les Nets, avec Vince Carter qui avait réussi un 46 points, 16 rebonds, 10 passes, et Jason Kidd avec 10 points, 16 rebonds, 18 passes. Alan va être content, les Celtics, avec Larry Bird à 17 points, 13 rebonds, 12 passes, et Robert Parrish à 14, 10, 10. Ensuite, donc, comme vous l'avez dit, Magic et Karim, Magic à 26, 16, 12 et Karim à 19, 10, 10. Le dernier 10, ce sont des contres, hein. 10 contres, voilà, quand même. Ensuite. C'est n'importe quoi, 10 contres. Triple double de contres, pourquoi pas. Et ensuite, il faut remonter, par contre, là, ça devient plus compliqué. Les Seattle Supersonics sont 69, Lenny Wilkins à 36, 14, 14 et Art Harris à 14, 10, 10. Et enfin. Ouais, c'est n'importe quoi, ces stats. 36, 14, 14. Et le dernier, les Knicks contre les Pistons, c'était en 64. Ray Scott avec 23 points, 20 rebonds, 11 passes. Et Donny Butcher avec 19 points, 15 rebonds, 15 passes. Je ne connais pas cette dernière personne. Je suis totalement honnête, je ne le connais pas. En tout cas, c'est très rare. Mais tu connais bien Rick. C'est arrivé que 5 fois. Et on remarque qu'à chaque fois, il y en a un des deux qui l'a tout juste. Hein. Il a 10 points, 10 rebonds. Enfin, ça va être chaud. Mais voilà, c'était le petit point... Le petit point histoire, c'est la petite question. Moi, j'adore ce genre d'anecdote. Je sais pas vous, mais tu vois, pour briller, c'est pas en société, hein, mais en soirée de fan NBA, c'est parfait. Et on a une deuxième question de Ben qui nous en pose souvent, Benoît, sur Twitter, et celle-ci, c'est le genre de question que j'aime en début de saison. Oula. Est-ce que Karl Anthony Towns est pas surcoté, finalement? Et pour reprendre les propos de Jimmy Butler, you fucking need me. Tu vois, je pense qu'on le sait maintenant. You can win without me, Tim. On le sait parce que faut savoir que les Wolves, on enregistre dimanche, ils sortent d'un match mais cataclysmique contre les Mavericks où ils se sont pris 140 points. On va revenir sur Towns peut-être. C'est vrai qu'il fait un début de saison difficile. Surcoté le mot, je pense qu'on est tous les trois d'accord fort, mais qu'est-ce qu'on pense de ce tout début de saison de Karl Anthony Towns pour l'instant? C'est timide. Moi, je dis c'est timide. On voit qu'il y a quelques problèmes, il y a quelques progrès dans l'engagement défensif, mais offensivement, il est laissé pour compte. Et lui il continue sur la lancée des playoffs contre Houston, hein. Et c'est pas ce à quoi il nous avait habitués. Alan, on a déjà pas mal pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, on a déjà pas mal parlé. Vous savez que c'est un point de tension entre moi et Tom Towns. On a déjà pas mal parlé. Et Jokic. C'est quoi ton avis, Alan, sur ce début de saison de Towns qui est timide, c'est vrai, mais qui est pas non plus aidé. Enfin, honnêtement, je veux pas lui trouver d'excuses, mais l'environnement c'est assez compliqué. Ouais, c'est un petit peu tout l'environnement qui est nauséabond côté Wolves. Après, vous aviez bien mentionné que contre les Spurs, il a souvent du mal. Donc, moi, c'est vrai que contre les Spurs, je l'ai trouvé vraiment en dedans. Défensivement extrêmement naïf dans sa défense d'Aldridge. Et puis c'est Towns quoi. Moi j'ai tellement d'espoir en lui que je suis un petit peu déçu. Je peux pas dire surcoté. Pour moi c'est pas un joueur qu'on peut mettre dans la catégorie des joueurs surcotés, Karl Anthony Towns, mais lui il doit faire des efforts et on doit faire des efforts autour de lui. Rien ne va en fait pour le moment. Tu peux pas te prendre 140 pions à Dallas. Ouais. Ça c'est compliqué. Après Towns, le truc c'est un peu, tu vois, un peu comme avec Simmons où je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il ne fait pas,
encore, on prend en fait ce qu'il fait pour acquis, alors que, enfin, les saisons que Karl Anthony Towns a réalisées offensivement, sur ces 3 premières années là, c'est juste ridicule, quoi. Enfin, offensivement, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait en termes d'efficacité et par rapport à sa shot chart, par rapport au tir qu'il prend et par rapport à l'efficacité qu'il peut avoir, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu ça. Après, sa nonchalance, ça aussi, c'est pas seulement un truc, c'est que ça influe tout le reste de son jeu aussi. Ça influe sa défense, ça influe aussi des fois en attaque où il peut se faire bouger en fait. Ça reste un joueur qui s'impose assez facilement au poste, ça y a pas de souci, mais il peut se faire bouger en fait. Et par rapport aux Spurs, c'est vrai Alan, moi j'ai cherché les stats face à de Aldridge en fait depuis qu'il est aux Spurs et tous les ans à chaque fois qu'il joue les Timberwolves depuis qu'il y a Towns, il les défonce en fait. Enfin dit simplement c'est comme ça. C'est un très mauvais match-up, mais c'est juste peut-être un peu plus. Après, on l'a déjà dit, on se répète, c'est son caractère, mais oui, là, il faut, surtout qu'on sait qu'un joueur comme Butler, c'est du temporaire maintenant. Enfin, normalement, c'était qu'une question de jours, ça se prolonge, mais il doit s'imposer, en fait. C'est pas normal que Derrick Rose, il prend une quantité de shoot astronomique. Enfin, il prend pas mal de shoot dernièrement, c'est pas Derrick Rose l'avenir de cette équipe. C'est pas à lui de prendre autant de shoot. Je veux dire, il prend 21 shoots contre les Mavs. D'ailleurs, selon vous, la valeur de Butler, elle a augmenté ou elle a baissé depuis le début de la saison? Elle a pas trop changé, je pense. Je pense qu'on a vu ce qu'on savait. Il a une grande gueule, c'est un très fort joueur. Je pense pas qu'elle a vraiment évolué. Est-ce que tu penses que les offres vont être les mêmes, ou est-ce que les équipes, notamment comme Miami, qui on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi Miami sera en difficulté avec la situation de Dwayne Wade et Dragic, puisque avant qu'ils partent, Dwayne Wade, Dragic, ça marchait pas très très bien. La saison dernière, ça marchait pas très fort non plus, et cette saison ça semble pas aller beaucoup mieux. Est-ce que tu penses est-ce qu'ils vont pas revenir sur la table? Merci de me lancer sur ça, je laisserai Alan parler ensuite, mais moi j'entends un truc dans toutes les émissions depuis 10 jours. Ah, plus ça dure, moins les offres seront folles. Ok, donc il y a 10 jours les offres, elles étaient peut-être folles. Elles étaient pas folles il y a 10 jours les offres, hein. Ça change pas en fait. On n'est pas à 10 jours près, on n'est pas dans 24 heures chrono, je veux dire. Ça change pas radicalement les offres. Certes, ça peut être un petit peu plus nuancé, mais pour moi, par exemple, oui, Miami peut revenir sur la table. Une équipe en difficulté peut revenir sur la table, ou avec des ambitions et qui fait pas un très bon début de saison peut revenir sur la table. On savait de toute façon que t'aurais Jimmy Butler pour 1 an et peut-être un peu plus. C'est pas parce que tu l'auras 79 matchs au lieu de 82 que ça change quelque chose. Je suis d'accord. Assez d'accord avec toi. Merci de m'avoir lancé sur ça, Tom. On sait pas trop c'est très dur de dire les offres, on n'a pas vraiment d'informations en vrai. Moi, je comprends pas cette théorie de pourquoi elle baisserait les offres. Ça peut être même à l'inverse, en fait. Bam, tu te rends compte que, en fait, t'as un des joueurs, tu peux t'en séparer par rapport où il est pas si terrible que ça dans ton projet, donc tu peux l'inclure plus facilement, en quelque sorte, dans le deal. Je pense que les gens disent surtout ça peut-être par rapport à Miami, parce que Pierre mentionnait ça aussi, Josh Richardson fait un bon début de saison, donc les gens qui voulaient l'inclure dans le trade, je pense que les fans de Miami sont pas trop pour. Bref, faut voir. Moi, je pense que si tu peux avoir Jimmy Butler, offre ou pas offre, qui chute, tu vas le chercher. On voit l'influence qu'il a sur une équipe dans cette première semaine. Ça peut même avoir l'effet inverse, en fait. Ouais. Tu peux même avoir je pensais à ça, moi. 5 jours de la saison, tout le monde se disait, de toute façon, ils ont le dos contre le mur, ils sont obligés de le trader dans les 5 prochains jours. Je pense que personne ne pensait, nous les premiers, on en avait parlé, on pensait pas qu'il allait jouer un match sous le maillot des Timberwolves, il est encore là. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu leur dernière, c'est la trade deadline, en fait, le mur, maintenant. Alors oui, ça serait ridicule de le garder jusque là, mais c'est leur dernière obligation, alors qu'il y a 15 jours de ça, pour nous, ils étaient dos au mur avant le début de la saison. Donc là, déjà, les cartes, elles ont changé. Puisque, ouais, je pense que c'était surtout aussi par rapport à la situation dans le vestiaire, où on se disait, non, c'est pas possible de pas revenir dans un vestiaire comme ça, quoi. Après, ça reste complètement lunaire qu'un mec qui t'a dit qu'il voulait trader, il joue. Enfin, ça reste n'importe quoi. Et pour ces dernières minutes, on vous avait prévenu, c'est un peu l'épisode à la One Again. On va parler chacun peut-être d'une chose peut-être qui nous a marqué sur ce début de saison, qu'on a vu, qu'on n'a pas tous vu les mêmes matchs et tout, je sais pas. Peut-être commencer. Qui veut commencer? Moi ça ira très vite, c'est juste une petite stat. Je sais pas ce que vous voulez dire, Alan, peut-être quelque chose qui t'a marqué, je sais pas, sur les Celtics ou quelque chose d'autre. Non, Celtics joue pas très très bien, c'est pas trop ça dont j'ai envie de parler.
Kawhi. Non, mais Kawhi est bon dans 2 quarts-temps, le reste il est pas bon. Mais ouais, il est pas si ouf que ça. Enfin, notamment, il fait ses stats, mais tu vois j'ai pas l'impression qu'il est encore à. Et c'est ça qui est encore plus Kawhi. flippant, parce que non, mais c'est vrai. Mais nous aussi, on n'est pas non plus au top. Hein. Kyrie a pas la même vivacité sur le premier pas et met rien dedans, absolument rien. Et puis c'est Horford est très bon, Tatum aussi, mais c'est pas exceptionnel non plus. Non, je voulais parler d'Orlando en fait, parce que Orlando, on leur donne des conseils chaque été, et chaque été ça ne marche pas en fait. Ils se sont fait défoncer par Charlotte. Alors j'ai pas vu le match où ils battent Miami. Bon, c'est pas mal, tu me diras. Moi, ce que j'ai vu contre Charlotte, c'est lamentable. Sérieux, je comprends pas. Aaron Gordon poste 3 avec il y a pas tellement de ballons. Isaac, Tom, dès que je vois Isaac, je pense à toi. Il me fait de la peine. Je sais pas, je trouve Vucevic est vraiment, tu vois, l'homme de trop, c'est Vucevic. Et puis je sais pas. Alors que je sais, ils ont fait des bons matchs, même là contre Philly, je vais essayer d'aller voir parce que c'est une équipe qui m'intrigue, voir comment ça s'est fait, mais je sais pas, il y a des choses à faire, et puis la rotation sur les guards, elle est pas belle, quoi. Donc on le savait, mais je voulais parler d'Orlando parce que ils ont pris leurs anciens maillots, c'est beau, mais ils sont super beaux leurs maillots. Ouais, moi tu vois, les Hornets, j'ai vu un tweet sur ça, les Hornets c'est le Magic vu qu'ils sont des équipes pourries qui vont nulle part, te vendent un peu de rêve en te mettant leurs maillots 90s pour que genre t'aies un petit peu un flashback, parce que ça va pas actuellement. C'est un peu ça. Mais le maillot est très beau. Juste une stat comme ça encore. J'ai vérifié ça pendant que tu parlais parce que j'ai tiqué, je me suis dit, j'ai l'impression que le Magic, il tape toujours le hit, en fait. Et oui, sur les 3 dernières saisons, les 9 derniers matchs, le Magic en a gagné 6. Alors que le Magic est moins bon. Ouais. J'ai vérifié ça pendant que tu parlais parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on dit toujours cette phrase, ils ont battu Miami. Mais ils battent tout le temps Miami. C'est les meilleures équipes de Floride. C'est dingue, alors que depuis 2016-2017, le Heat est une meilleure équipe que le Magic, mais le Magic les bat tout le temps. C'est assez fou. Tom, qu'est-ce que t'as à dire, ce que t'as observé sur ce début de saison? Alors, première chose, ça va être très difficile de perdre contre Atlanta cette saison. Ça va être difficile. Atlanta, ça va être difficile. Si vous l'avez pas fait, c'est vrai que ça va être dur pour les autres. Défensivement, ouais, c'est sûr que si nous on perd pas, t'imagines, on met 83 points en shootant à 20% dans la raquette contre Indiana, et on en met 77 à la mi-temps contre Atlanta, le match d'après. Donc Atlanta défensivement, même les Knicks ils sont limite indigestes. Ils leur mettent plus de 40 points dans un quart-temps. Ça va être difficile cette saison, les équipes qui veulent perdre contre Atlanta, à part de tomber sur un Trae Young game. Voilà, mais Atlanta, je pense pas qu'ils vont arrêter grand monde. Après, c'est une équipe qui joue pas qui joue pas sa survie sur cette saison, quoi. Donc voilà, ils vont tenter des choses, mais ce sera pas une très bonne équipe. Ils vont être excitants à avoir joué, puisque offensivement ils tentent des choses, il y a des trucs, mais en termes de résultats, je pense qu'ils vont se faire défoncer. Est-ce qu'on revient sur moi je vous avais demandé, est-ce qu'ils vont gagner 20 matchs, et on avait tous un peu hésité. J'aurais dû faire. Oui, je pense qu'ils vont gagner 20 matchs quand même, puisque là ils sont quand même sans John Collins, donc ça oblige à faire énormément jouer Poitras par exemple. Alex. Ça fait jouer, décaler Bembry au poste 4. Voilà, c'est pas vraiment idéal, quoi. Non, après, je pense que Trae Young, quand il va monter en régime, déjà on va pouvoir voir un peu son pick and roll game avec John Collins. Ça va limiter un peu ses pertes de balles, et puis lui il sera moins tenté de shooter, puisqu'il y aura un autre joueur qui sera là pour scorer à ses côtés, qui prendra des rebonds. Donc je pense que ce sera moins que maintenant, tu vois. Mais défensivement c'est très compliqué pour eux. Et puis moi je voulais revenir un peu sur un truc qui m'avait fait assez rire, c'est la feinte de Boban
sur Noël. Enfin, c'est n'importe quoi, ça. Enfin, une fête où, le mec, il lève juste le ballon, quoi. Noël fait quoi? 2-10? C'est ça, ouais. Il fait 2-10. En gros, ouais. Genre, le mec est devant l'arceau. Boban est juste devant l'arc de cercle. Noël saute pour essayer de contrer la balle et Boban il lève juste la balle et la main de Noël passe en dessous du ballon, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi, c'est inhumain, ça. C'est inhumain. Et pour conclure, 2 petites choses rapidement, je vous en ai parlé, on a parlé de ça, les gars, en off. Enfin, même pas en off, je vous ai envoyé un message par rapport à ça, mais on en est au 35e match. On a eu 5 équipes qui ont pas réussi sur un match à dépasser les 100 points. On a eu 7 qui ont déjà dépassé les 130. Donc on est à un stade où c'est plus rare de pas dépasser les 100 que d'en mettre 130. Il y a pas de défense. Personne ne défend. J'ai même vu le Jazz jouer. Le Jazz n'a peut-être même la référence normalement ne défend pas. Ça va se corriger, hein, mais je pense qu'on va encore assister à une année où les attaques vont encore prendre le pas. Et deuxième petite chose, vous avez remarqué dans cet épisode-là, je suis très dans les petites anecdotes. J'adore ça. Les Knicks, ils ont perdu contre les Nets, si vous avez suivi. Et moi, j'ai été choqué parce que ce match-là, je l'ai pas vu. Je regarde vite fait le box score et tout, et je vois 3 ballons perdus pour les Knicks. Je me dis, ils ont perdu un match où ils ont perdu 3 ballons. Je me dis, pour moi, mais c'est inconcevable. Donc ensuite, j'ai fait mes petites recherches. Là, ça va intéresser personne, mais moi, j'ai trouvé ça fascinant. Depuis 83-84, c'est arrivé 39 fois qu'une équipe perd 3 ballons au moins. Le bilan de ces équipes, 29-10. Pour moi, en fait, quand tu perdais 3 ballons au moins, tu gagnais les matchs. C'est obligé, tu perds 3 ballons. Bah non, en fait. Quand tu perds 3 ballons au moins, tu peux perdre. Et d'ailleurs, pour juste compléter ce segment inutile, sur les 7 dernières fois où une équipe a perdu 3 ballons au moins, il y a 2 victoires. Enfin, moi, ça va. Moi, tu vois, j'ai pas compris. Pour moi, quand tu donnes tellement peu de chance à l'adversaire, t'es censé gagner. Bah non. Voilà. C'était le segment inutile de la semaine sponsorisé par Benjamin, mais moi, j'ai pas compris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Les Knicks, ils ont fait un truc inédit dans l'histoire. Bah, en fait, non. Donc voilà. Un mot sur Mirotic incandescent. Je sais pas ce qu'on doit faire, Tom, parce qu'on a lancé le hashtag Tom assume. Tu l'as rejeté, mais tu veux qu'on parle de Mirotic. Je sais pas quoi faire. Oui, Mirotic, on y croit. Est-ce qu'on croit que ça va se maintenir? Parce que ça. Mais non. Bah vous vous souvenez la semaine qu'il fait quand il revient après son. Ah, c'est l'habituelle semaine Mirotic. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça, la mutuelle semaine Mirotic. Et après, il redescend. Enfin, vous miserez sur Mirotic régulier? Non, bah, parce qu'il y a 4 ans qui prouvent le contraire. Tu vois, 4 ans de NBA ou peut-être plus ou moins, je sais plus, qui prouvent le contraire. Donc non, mais oui, les Pelicans, c'est clairement la bonne surprise. On préfère ce genre d'équipe bonne surprise type Pelicans. On va peut-être se les garder sous le coude pour un peu plus tard, parce qu'il y a pas mal de choses à digérer. C'est pour ça, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook, Twitter. On pourra y répondre, vous le verrez dans l'overtime. Ça nous permettra de parler de choses dont on ne peut pas parler, parce qu'il y a une contrainte de temps, même si le chrono est une chose dont on ne parle plus depuis 6 mois. Je pense qu'on va conclure comme ça, les mecs. On vous remercie de nous écouter encore une fois. Merci pour les 100 000, c'est incroyable. N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles sur iTunes. Nous, on va retourner devant nos télés, nos ordis, regarder des matchs. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut. Allez les Red Sox et salut.